Ce que je veux faire ici, c'est vous donner un très bref aperçu de la collecte et l'utilisation des données en utilisant R principalement. Alors je précise, là je vais avoir des exemples, je ne vais pas les faire tourner devant vous. Le code de ces exemples est disponible dans le dépôt GitHub et donc je vous recommande d'aller voir ces choses dans ce dépôt. Je devrais préciser l'un des codes pour faire de la cartographie. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le dépôt et même s'il est dans le dépôt, c'est probablement un peu trop gros pour faire tourner pour des machines à peu près de bureau normal. Mais bon, on verra bien. Donc, ce que je veux faire, donc, comme j'ai expliqué dans l'introduction du cours, je pense qu'il est important en tant que modélisateur en épidémiologie d'être conscient des données. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est le fait que ça n'est pas compliqué d'aller chercher des données. Donc, je vais vous présenter plusieurs aspects. Donc, en particulier, je vais vous parler des données ouvertes. Euh, Comment obtenir des données principalement depuis ces problèmes de données ouvertes. Je vais vous parler d'un exemple pour montrer à quel point on peut facilement, relativement facilement, procéder à des manipulations et des représentations assez complexes des données. Et je vais enfin parler un petit peu de la préparation des données. C'est quelque chose qu'on verra un peu dans le cours, un peu partout, mais ici, je veux passer vraiment un petit moment à discuter cet aspect-là. Alors, j'ai déjà discuté ça plus tôt, mais disons, enfoncer le clou ici. Il est important d'être au courant des données. Si vous vous rappelez de ce que je disais dans l'introduction du cours, c'est de plus en plus facile d'obtenir des données et je pense qu'en tant que modélisateur en épidémiologie, il est important d'être au courant des données. Ça n'est pas forcément dans tous les travaux l'aspect le plus important. D'accord, c'est important de comprendre ça, c'est-à-dire que il y a des travaux qui peuvent tout à fait se faire sans données, mais je pense que de toute façon, c'est bien d'avoir un sens de ce qui se passe. Il est très facile maintenant avec R ou avec Python ou avec une variété d'autres produits, mais de récupérer des données sur le web et en utilisant en particulier ce qu'on appelle le open data. Ce qui est particulièrement, c'est une période assez excitante pour les gens qui s'occupent de ça parce que ce qu'on appellerait peut-être le mouvement des données ouvertes ou du open data est en train de vraiment exploser. Je reviendrai là-dessus. Comme je disais, c'est pas forcément nécessaire d'avoir des données partout, mais en particulier, si votre travail a des visées de santé publique, c'est-à-dire si vous essayez d'être en contact avec des autorités pour les aider, eh bien, il faut être au courant du contexte. Alors, la première chose dont je vais parler, c'est le mouvement des données ouvertes, ce qu'en anglais on appelle le mouvement Open Data. C'est un mouvement relativement récent et de façon générale, je tiens à insister sur le fait que les données sont absolument partout. Euh, mais que, en gros, elles viennent sous deux formats. Alors, dans le passé, ce qu'on avait surtout, c'était des données fermées, des données propriétaires. Euh, c'est des données qui sont générées par des compagnies, des gouvernements, des labos de recherche, etc. Et si vous y aviez accès, c'était souvent avec des multiples conditions quant à l'accès. Ces dernières années, on a assisté à l'émergence d'un mouvement qui est le mouvement des données ouvertes ou libres, comme je disais, les open data. C'est souvent les mêmes données, mais ces données sont libérées par les entités qui les produisent après une certaine période. Alors elles sont des fois libérées de façon
brute, donc vous aurez accès à toutes les données. Il est parfois ce qu'il arrive, c'est que vous avez accès à un traitement des données. Souvent, par exemple, ce qui va se passer, c'est que si les données propriétaires sont souvent des données qui identifient les utilisateurs sur qui les données sont, au sujet de qui les données sont collectées, euh, les données qui sont rendues ouvertes sont anonymisées, de manière à ce que vous ne puissiez pas identifier les personnes. Mais outre cette limitation, les données sont disponibles. Alors, c'est un mouvement qui est de plus en plus fréquent avec les gouvernements, différents niveaux de gouvernement. Je vais vous montrer un exemple très bientôt. Euh, je précise qu'il y a une grande hétérogénéité du milieu, c'est-à-dire il y a une grande variété de licences. Le fait que les données soient libres ne veut pas dire que vous pouvez les utiliser pour faire n'importe quoi. En particulier au niveau de la publication euh, que vous en faites. Si vous utilisez des données pour un papier, il faut vous renseigner sur la nature des licences qui sont utilisées pour ces données. D'accord? Donc, il y a souvent, c'est expliqué, ce que vous pouvez faire avec un jeu de données. La plupart du temps, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais il faut quand même faire attention. Une autre chose qui est importante de garder en tête, c'est que bien qu'il y a beaucoup de données qui sont disponibles, la qualité de ces données varie également énormément. Alors, les initiatives open data ou données ouvertes, c'est un mouvement qui a commencé à environ une dizaine d'années, peut-être un peu plus, mais qui vraiment a émergé ces dernières 5 années à peu près. Donc, c'est les gouvernements locaux ou de différents niveaux qui créent des portails sur lesquels ils centralisent les données qu'ils veulent rendre accessibles au public. C'est une méthode de gouvernement qui vient notamment du nord de l'Europe, mais qui par exemple est maintenant très fréquente en Amérique du Nord également, et en Europe en général, qui essaie de rendre les données accessibles, c'est-à-dire que l'idée c'est que le gouvernement est peut-être plus facile si tout le monde est au courant de certains faits. Et libre aux citoyens ou aux chercheurs d'utiliser ces données pour essayer de voir des choses. Donc là, j'ai listé, et si vous allez si vous regardez les transparents, vous pouvez suivre ces liens. J'ai listé plusieurs entités qui ont des portails de données ouvertes. Donc là, vous voyez la ville de Winnipeg. Je vais vous montrer un exemple après avec la ville de Winnipeg, justement. L'Alberta, qui est une province canadienne, le Canada, l'Europe, l'ONU, la Banque mondiale, le CDC, donc pour les maladies c'est important, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, toutes ces entités, si vous cliquez sur les liens que vous avez là, ça va vous amener vers un portail de données ouvertes. Laissez-moi vous montrer comment vous pouvez interagir avec ces portails. J'ai fait un papier il y a quelques années qui est sorti juste avant le début de la pandémie de Covid-19 à ce sujet justement. Et si vous voulez voir, j'ai quelques exemples bien détaillés là-dedans. Et en particulier aussi, j'ai un dépôt GitHub pour le papier qui a le papier qui se génère en allant chercher la dernière version des données. C'est juste pour montrer que c'est possible de le faire. Euh, alors, pour ramasser des données, vous pouvez le faire à la main. C'est comme ça que c'était fait traditionnellement. Vous pouvez utiliser des programmes des programmes qui permettent d'aller chercher des données dans des graphes, dans des papiers existants. Euh, bon, c'est quelque chose que, si possible, il vaut mieux éviter. Enfin, c'est pas qu'il vaut mieux éviter. C'est du moment qu'un graphe est publié, il devient une donnée de l'humanité. Mais bon, si vous pouvez trouver d'autres moyens de trouver les données, c'est moins approximatif que ça. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des API, qui sont des, des
programmes qui fonctionnent sur les sites web et qui vous permettent d'aller chercher des données. Je ne vais pas vraiment détailler ça ici. Si le papier auquel je référais explique les API en particulier. Vous pouvez utiliser des méthodes de traitement du langage ou des méthodes de ce qu'on appelle le web scraping, qui consiste à aller chercher des données sur les sites web directement, ou vous pouvez utiliser des librairies R ou Python. Et moi, je vais me concentrer sur cela parce que quand vous commencez votre parcours dans le monde des données, c'est probablement le plus facile d'utiliser R ou Python pour interfacer avec ces choses. R et Python, en fait, ils vont vous aider à faire ces deux points précédents, utiliser des API ou utiliser des traitements de, de sites web. Alors là, je vais donner un exemple très simple pour illustrer à quel point c'est facile d'obtenir certaines données. Ce que je veux faire là, c'est, je me dis, tiens, je vais faire un modèle au sujet du Tchad. Donc ces notes de cours, enfin ces cours a été préparé pour une école que j'enseignais au Tchad. Donc je veux illustrer la croissance de la population du Tchad. Et pour ce faire, je vais utiliser cette librairie ici, là, que vous voyez, WB Stats. WB, c'est World Bank, la Banque mondiale. Donc en fait, ça c'est une librairie R qui interroge la base de données de la Banque mondiale. Alors la Banque mondiale, il faut savoir, ils ont une politique de données ouvertes très très ouverte. Euh, Ils ont sur le site web de la Banque mondiale, vous allez trouver environ, il me semble, une trentaine de milliers de tables diverses et variées au sujet d'une variété d'indicateurs. Euh, et vous pouvez récupérer ces données. Donc, vous pouvez le faire directement sur le site web, mais programmatiquement, pour nous, c'est quand même plus intéressant de le faire dans R, et c'est ce que je fais ici. Et alors, une fois que vous avez chargé cette librairie WB Stats, le seul travail que j'ai à faire ici, c'est écrire cette ligne. Toutes les lignes qui viennent après concernent la représentation de ces données. L'interrogation de la base de données, c'est simplement cette ligne-là. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je stocke dans la variable pop data country le résultat de l'utilisation de la fonction WB data qui va chercher les données à la World Bank. Je dis que l'indicateur du pays, le nom du pays, c'est le code ISO du pays, c'est TCD, c'est pour le Tchad. J'indique, je précise quel indicateur je vais utiliser. L'indicateur, alors il va falloir le chercher. Vous pouvez le chercher sur le site web. Il y a un moteur de recherche fourni dans cette fonction, enfin dans la librairie WBStat qui marche également. Là, en fait, il se trouve que après avoir un peu cherché les choses, je vois que cet indicateur décrit la population totale d'un pays au cours du temps. Okay. Et en fait, c'est une grande table qui a la plupart des pays du monde et elle a aussi même des régions du monde. Donc, par exemple, ça va être pays de l'OCDE, pays de la Ligue américaine, etc. Bon. Et ce que je demande, c'est les 100 dernières valeurs. Alors, il n'y en a pas 100 dans la table, mais je dis, bon, remonte aussi loin que possible. Et là, c'est simplement que je préfère un certain type de retour, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pas grave. Et ensuite, là, je prépare la figure. Donc tout ce que vous voyez ici, plus bas dans le transparent, c'est la préparation de la figure. Alors je précise, j'utilise une fonction que j'ai fait moi-même, celle-ci là, qui est un peu compliquée. Je vais peut-être essayer de la réécrire pour qu'elle soit un peu plus simple à utiliser. Ce qu'elle fait, c'est que si vous utilisez R sans faire attention, vous obtenez des graphiques où l'axe des Y en particulier est étiqueté de façon un peu
pas très agréable à lire. Donc cette fonction, en fait, que j'ai écrite, elle permet de rendre l'axe lisible de façon un peu meilleure. Euh, je- le seul problème, c'est que quand vous utilisez cette fonction, il faut ensuite multiplier les données par un facteur. Donc chaque donnée que vous utilisez va être multipliée par un facteur. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction, ce qu'elle fait, c'est que si j'ai des millions sur l'axe des Y, ça va écrire millions ou M au lieu de ça. Mais ce que ça fait, c'est que ça travaille, ça change le facteur d'axe. Je vais essayer de changer ça. Si je le fais, je changerai les transparents. Mais bon, voilà. Donc là, avec cette instruction très simple de la librairie WBStat, j'ai récupéré les données du Tchad et après, avec ces instructions un peu plus compliquées, j'ai ploté ces données. Et donc, vous voyez là l'évolution de la population du Tchad depuis les années 60, donc depuis 1960 exactement. Donc ça, c'est la première donnée qu'a la Banque mondiale dans cette table-là. Euh, et vous voyez ces données-là. Et donc, vous voyez ce que je voulais dire avant, c'est-à-dire que si j'écris un modèle au sujet du Tchad, par exemple, ben, il est important, si par exemple j'écris un modèle qui évolue sur le long terme, la population a évolué de façon assez substantielle. Vous voyez que depuis les années 60, elle a été multipliée par plus que 4. Euh, c'est important de prendre ça en compte. Et c'est tellement facile de le faire que ça serait dommage de ne pas le faire. D'accord? Ensuite, là, je vais vous montrer un exemple un peu plus complexe, mais pour vous montrer encore une fois à quel point il est relativement facile quand même de faire des choses intéressantes avec les données. Ça, c'est un travail sur ce qu'on appelle la graphiose de l'orme, qui est une maladie de l'orme, l'arbre, qui en anglais s'appelle le Dutch Elm Disease. C'est un papier qu'on a publié avec un collègue euh, forestier et un ancien postdoc. Donc la graphiose de l'orme, c'est une maladie fongique créée par un champignon, donc un fungus. Elle est causée par donc un champignon et elle est transmise par cette bestiole que vous voyez en haut, qui est le scolite américain de l'orme. Ce qui se passe, bon, c'est compliqué, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une maladie qui est très compliquée parce qu'elle aussi, elle implique les arbres et les différents stades de croissance des arbres et elle est très saisonnière, donc il y a une variété de facteurs qui la rendent très compliquée. Mais ce qui est important, c'est qu'elle a décimé les forêts urbaines en Amérique du Nord. Ici à Winnipeg, on a une forêt urbaine assez importante et tous les ans, on perd environ 5000 ormes de la forêt publique de la ville à cause de cette maladie. Et elle est... Je reviendrai dessus. Donc, ici, je vous montre comment on a intégré ces données. Donc, on a commencé en allant sur ce site que je mentionnais tout à l'heure, donc le site des données ouvertes de la ville de Winnipeg. Si vous suivez le lien que j'ai indiqué dans le transparent précédent, vous arriverez ici. Quand vous arrivez ici, vous pouvez, après quelques manipulations, vous retrouver sur cette carte euh, et les données correspondantes. Donc cette carte, c'est un recensement de tous les arbres sur le domaine public de la ville de Winnipeg. Donc environ 300 000 arbres qui se retrouvent sur le domaine public et qui sont cartographiés. Vous voyez en bas, là, vous voyez une identité d'arbre, le nom botanique de l'arbre, le nom commun de l'arbre. Donc là, par exemple, c'est un Japanese elm tree, c'est un orme japonais, etc. Dans quel district il est localisé, dans quel neighborhood, le quartier, dans quel quartier il est localisé. Ça, c'est la taille de l'arbre à ce qu'on appelle la mesure standard pour les arbres, c'est de calculer le diamètre à hauteur de taille de poitrine, diameter at breast height.
Et donc ça vous indique le diamètre à hauteur de poitrine en centimètres. Et notamment, vous avez les coordonnées géographiques indiquées de deux façons différentes. D'accord? Donc, ces données-là, bon, par exemple, moi j'habite par ici. Et vous voyez dans mon quartier, je suis dans la partie bâtie de la ville, donc le centre historique, et il n'y a pas beaucoup d'arbres chez moi, mais vous voyez tous les arbres comme ça. Ensuite ici, ça ce sont des rues qui sont très boisées, et c'est à ça qu'on va s'intéresser la plupart du temps. Donc, pour obtenir les données, là, je n'utilise pas une API, je trouve le lien euh, des données. Et j'ai simplement besoin d'utiliser la fonction read CSV. Donc les données, je vais les exporter dans le format CSV qui est un format, c'est Comma Separated Values, donc valeurs séparées par des virgules. Euh, et donc vous récupérez une table. Donc l'adresse précise, là je l'ai découpée pour que l'adresse rentre dans la page, mais l'adresse c'est celle-ci, là, http://data.winnipeg.ca-api machin-ça. Euh, En allant faire cette commande, j'effectue cette commande, ça va sur le web, ça récupère les données. Quand j'ai fait tourner la dernière fois, ce que j'ai récupéré cette fois-là, quand j'ai préparé ces transparents, c'était 300 000 arbres avec 15 colonnes, donc les colonnes qu'on a vues ici précédemment, donc il y en a 15 comme ça ici. Donc j'ai récupéré les données sur 300 000 arbres, la localisation, la nature des arbres, l'espèce des arbres et tout ça, sur ça. Je précise, quand j'ai préparé ces transparents la première fois, c'était quand j'étais à N'Djamena, et j'ai rencontré un problème que je ne rencontrais pas quand je travaillais à Winnipeg, c'est que la connexion, évidemment, n'était pas très très bonne vers Winnipeg. Et si vous avez un problème de time-out, donc le temps n'est pas assez long, eh bien, vous pouvez le régler en utilisant cette option. Là, par exemple, je dis que il faut attendre au minimum 300 secondes euh, avant de dire oh, il s'est passé beaucoup de temps et j'ai pas reçu toutes les données. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez jouer si vous vous retrouvez avec un problème de timeout. Alors, une fois qu'on a ces données, moi je vais vous... Donc on travaille sur la graphiose de l'orme, donc ce qu'on va faire, c'est que on va trier les données. Là, je le fais d'une certaine manière, il y a de multiples façons de le faire. Ici, ce que je fais, c'est que je renvoie dans ma table les index, le numéro des rangs dans lequel le nom commun de l'arbre, c'est American Elm. Et je dis, bon, au cas où il y en ait qui soient écrits avec des grands A et grands E et d'autres qui soient écrits avec grand A et petit e, etc., j'ignore si c'est du majuscule ou minuscule. Et ensuite, je prends dans cette table de 300 000 éléments que je viens de charger, je sélectionne les ormes. Elm, c'est orme en anglais. Okay, je sélectionne les ormes en sélectionnant les index, justement, que j'ai mis de côté dans cette phase. Et quand je fais ça, j'obtiens une table orme dans laquelle il reste 54 000 ormes. Alors, la dynamique de la maladie, je ne vais pas rentrer dedans, je ne vais pas vous montrer le modèle ni rien, le modèle est très compliqué. Euh, mais ce que je veux faire, c'est vous juste parler d'une partie de la dynamique. La dynamique, elle implique les coléoptères et les arbres. Il y a deux mécanismes de transmission, et celui dont je vais parler dans une seconde pour vous montrer un peu de manipulation de données, c'est l'un des deux. Donc, le mécanisme principal, ou disons le mécanisme de propagation à longue distance, c'est lorsqu'un coléoptère qui se déplace d'un arbre vers un autre pour aller manger. Donc, les coléoptères hivernent dans l'arbre
Et si il y en a un qui est infecté, alors l'infection, elle est transportée. Le coléoptère n'est absolument pas infecté par le champignon. Tout ce qui se passe, c'est qu'il récolte les spores du champignon sur le corps, et quand il rentre dans un arbre pour passer l'hiver, il étale, disons, le champignon dans l'arbre. euh, et les autres coléoptères qui sortiraient du même endroit ben, seront infectés à ce moment-là. Donc ça, c'est le mécanisme de transmission potentiellement à longue distance. Mais il y a aussi un mécanisme de transmission local qui est par les racines des arbres. Donc si vous avez un arbre qui est infecté avec la graphiose de l'orme et dont le système racinaire interagit avec un autre arbre sain, c'est quasi automatique que la graphiose va se transmettre de l'arbre infecté vers l'arbre sain. D'accord. Et c'est ça à quoi je vais m'intéresser ici. Donc ce mécanisme de transmission par les racines, ce que ça veut dire, c'est que la façon dont les arbres sont arrangés à Winnipeg, c'est ce qu'on appelle des arbres de boulevard. Donc dans les rues ici, vous avez les arbres qui sont sur la partie entre le trottoir et la route, c'est les arbres de la ville. Et ces arbres, donc, sont alignés le long des rues. D'accord. Ils font les deux côtés de la rue. Il y a la rue, une bande d'herbe sur laquelle les arbres sont potentiellement, les trottoirs de chaque côté, et après les trottoirs, les jardins des gens. Et donc, sur cette bande d'herbe entre la route et les trottoirs, c'est là où sont localisés les arbres qui sont recensés par la ville. D'accord. Ce qui ce qui est intéressant, c'est que donc, si des arbres sont du même côté de la route, ils peuvent s'infecter. Mais par contre, la façon dont on crée des routes nécessite de creuser des trous assez profonds, ce qui détruit les systèmes racinaires. Donc, deux arbres du même côté de la route peuvent s'infecter. Deux arbres des deux côtés de la route, des deux différents côtés de la route, ne peuvent pas s'infecter. D'accord. Et donc, dans le modèle, on avait toutes les localisations des arbres et on voulait exclure la propagation. Donc, on a une propagation dans le modèle par le biais des coléoptères, mais on a aussi cette propagation racinaire. Et dans cette propagation racinaire, on voulait exclure les propagations racinaires qui seraient des deux côtés de la rue. Je précise ce que je disais au début de ce cours, que si vous voulez faire tourner le code que je vais vous montrer, là, il faut une machine relativement grosse. On parle de minimum de 50 Go de RAM, souvent un peu plus. D'accord. Alors, ce que je vais faire pour faire ces calculs, euh, mon but là, c'est j'ai toutes mes coordonnées d'arbres et je veux regarder les arbres entre qui la propagation peut avoir lieu et les arbres entre qui la propagation ne peut pas avoir lieu par les racines. Donc, ce que je commence par faire, c'est une, une liste avec toutes les paires d'arbres de la ville. Et je crée une matrice de distance entre les paires d'arbres. Donc, vous voyez, là, ce que je fais, c'est que je fais les arbres d'un côté, les arbres de l'autre, et je fais une matrice de distance entre tous les arbres. Donc ça va me faire 50 000 au carré, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de RAM. J'ai 50 000 au carré paires d'arbres et je calcule la distance entre ces 50 000 arbres. Mais en pratique, évidemment, les systèmes racinaires, ils ont une étendue limitée. Et donc ce que je fais, c'est que je ne vais garder que ceux dont la distance est plus petite qu'une certaine valeur. Là, je regarde à 50 mètres. D'accord. Donc, comment ça s'appelle? Je garde les arbres qui sont à 50 mètres et moins dans toutes ces paires d'arbres. Et donc, ici, ce que je fais, c'est que je garde les arbres là. Alors, j'ai mes paires d'arbres qui sont à moins de 50 mètres l'un de l'autre. Donc, je fais
des liens, des segments de droite entre toutes ces paires d'arbres. D'accord? Donc là, ce que je fais, c'est une origine et une destination. Évidemment, le lien est symétrique, c'est pas très grave, mais je fais une origine et une destination. Donc origine, un arbre, destination, un autre arbre à moins de 50 mètres. Et je crée une liste de tous ces segments de droite. Ok, là, je suis en train de parler c'est de la géométrie dans le sens où c'est un système d'information géographique. Je suis en train de parler vraiment de la géométrie des liens entre les arbres. J'ai des segments de droite entre toutes les paires d'arbres qui sont à moins de 50 mètres d'eux. Donc ça, c'est ce que fait cette fonction. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je récupère les données cartographiques de Winnipeg en faisant ceci. Donc là, je vais utiliser ce qui s'appelle OpenStreetMap, qui est une cartographie mondiale euh, en données ouvertes. D'accord? Donc vous avez les cartes du monde entier. Alors c'est fait par les utilisateurs, donc il y a un niveau de détail qui dépend un petit peu de l'activité des gens dans un lieu donné, mais le monde entier est couvert avec plus ou moins de précision. En Amérique du Nord, on est très 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 bien couvert, donc les données qu'on obtient, on peut aller jusqu'au point de, s'il y a une boîte à lettres publique, elle va être indiquée dans les données ici. Euh, et donc je vais utiliser cette librairie OSM Data euh, pour récupérer les données de route de Winnipeg. Donc ce que je fais, c'est que je récupère les routes. Vous voyez, donc déjà je dis, bon, il me faut les coordonnées géographiques du polygone qui entoure Winnipeg. D'accord? Donc ça, c'est ce que ça fait. Ça me donne grosso modo les coordonnées de Winnipeg. Et là-dedans, ce que je fais, c'est que je récupère les routes résidentielles, par exemple, euh, et donc je regarde toutes les données. Dans ces données-là, je regarde celles qui sont dans le polygone de Winnipeg, et là-dedans, je récupère les routes. Je récupère aussi les rivières, parce que les racines d'arbres, les rivières ici, c'est des fleuves. D'accord? Le nom anglais rivière, ça veut dire fleuve. Enfin, ça veut dire tout. Mais ici, à Winnipeg, il y a deux grands fleuves et un ou deux plus petits qui passent dans la ville. Et il est clair que je ne peux pas me propager d'un côté à l'autre du fleuve. C'est également impossible. Donc ça, c'est une autre donnée que je récupère. Ces données-là, elle représente des droites, enfin des droites, une courbe générée en prenant des petits bouts de droite. Donc j'ai maintenant un ensemble de segments qui représentent les paires d'arbres et j'ai quelques segments qui représentent les routes. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est prendre l'intersection entre les segments et les routes ou les rivières. Parce que si un segment intersecte une route, cela veut dire que les arbres sont des deux côtés de la route et par conséquent, leurs systèmes racinaires ne peuvent pas être en contact. Et donc, c'est ce que je fais ici. Je détermine les intersections entre les routes et les paires d'arbres, et entre les rivières et les paires d'arbres. Et donc, ça va me donner des indices que je vais ensuite, euh, donc ceux qui ne sont pas, ceux qui ont des indices qui sont dans l'intersection, eh bien, je vais m'en débarrasser. Et c'est ce que je fais ici, d'accord? Je vérifie, donc je fais une liste d'arbres à garder. Et cette liste d'arbres à garder, je vais lui enlever les intersections avec des routes ou des rivières. Donc, si vous regardez les données en détail, au début, on a quelque chose comme ça. Donc, tous les petits points noirs là que vous voyez, c'est des arbres qui sont le long des rues. D'accord? Donc ces arbres le long des rues sont potentiellement en interaction et ce que je veux obtenir, c'est une carte. Alors là, malheureusement, j'ai pas zoomé assez. Je vous montre à peu près la même zone. Là, vous voyez la rivière, celle-ci, là, la rivière Assiniboine, elle fait un nœud ici. Et là, vous voyez ce nœud ici. Là.
C'est cette région-là que je vous montre. J'aurais dû zoomer un peu, peut-être je changerai le transparent pour zoomer. Mais ce que vous voyez ici, c'est les arbres qui sont connectés entre eux. Vous voyez que le programme a détecté, donc là, on ne voit pas très bien, mais vous voyez que euh, donc tous ces arbres ici sont connectés connectés par leur système racinaire. Ils font partie de la même composante connexe, fortement connexe du système. Non, d'ailleurs, composante connexe, parce que la connexion est dans les deux sens. Euh, font partie de la même composante connexe au niveau de la propagation racinaire. Donc si un de ces arbres est infecté, potentiellement, le système racinaire va conduire à l'infection de tout. Et vous voyez que, enfin on le devine à peine, et comme je le disais, je mettrai à jour les transparents, vous voyez qu'il n'est pas possible, on a un système, une composante connexe ici, et elle est déconnectée de cette composante connexe. Donc, au niveau de la transmission de la maladie, ce qui va se passer ensuite, c'est que c'est les coléoptères qui, eux, vont assurer la connexion entre ces différentes composantes connexes. Alors, une dernière chose que je veux discuter un peu et très brièvement, c'est ce qu'on appelle la préparation des données, qui est une phase très très importante. En général, quand vous récupérez des données, elles vont jamais être dans la forme dont vous avez besoin pour faire votre travail. Ça, c'est quasiment certain. Et donc, vous allez avoir une phase de préparation des données. En anglais, on appelle ça data wrangling. Pardon. Donc, le data wrangling, c'est le fait de mettre les données en forme avant de les utiliser. Et tout ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait, il y a de multiples façons de le faire. Et en R, récemment, ce qui a pas mal émergé, c'est un contexte qu'on appelle deployer, qui est une façon qui utilise, disons, des méthodes assez récentes pour faire ça, et qui notamment utilise une librairie qui permet d'utiliser une pipe. Donc, si vous faites de l'Unix, vous connaissez la notion de pipe, qui est l'idée d'enchaîner des fonctions. Par exemple, en Unix, un truc qui est très fréquent, je fais la liste des fichiers d'un répertoire, mais je sais que j'en cherche un en particulier. J'ai une très longue liste de fichiers dans un répertoire. J'en cherche un dont je connais quelques mots, donc je vais faire ls pipe. Donc en Unix, c'est un séparateur vertical, et je vais faire grep, donc qui est recherche textuelle, avec un petit bout du nom du fichier que je cherche. D'accord? Ben là, l'équivalent de la pipe, je vais vous montrer dans une seconde. Une autre façon, moi, pendant des années, j'ai fait du SQL, parce que j'utilisais des bases de données un peu plus traditionnelles on utilisait beaucoup le SQL là-dessus. Donc, si vous connaissez le SQL et que vous cherchez un moyen de faire ce même genre de pré-process, de sélection des données et tout ça, vous pouvez le faire en utilisant cette librairie SQLDF, qui est sympa si, je précise, elle est sympa seulement si si vous voulez du monde des bases de données. D'accord. Donc là, je vous montre un exemple. Je récupère des données de SARS. Euh, Pourquoi je l'ai en CoV1? Oui. Ah oui, oui, c'est SARS-CoV-1, je pense. Euh, donc le SARS de 2003. Et ce que je vais faire, c'est que je veux extraire les données du Canada. Donc on peut faire un peu comme j'ai fait précédemment quand je récupérais les données des ormes. On peut dire, bon, ben, j'ai ma base que j'ai lue, là, les données du SRAS, en français je devrais dire. J'ai ma base que j'ai lue, et là-dedans, je vais chercher celle des données dont la colonne country a cette variable que je viens de définir, country Canada. D'accord? Ça va me donner une liste ou un vecteur d'indices des rangs dans lesquels les données sont celles du Canada. Et ce que je fais ensuite, c'est que je crée une nouvelle table dans laquelle je ne sélectionne que les rangs qui ont cet index.
D'accord? Et je sélectionne toutes les colonnes. Donc, virgule, rien, ça veut dire toutes les colonnes. Je pourrais aussi, par exemple, sélectionner un certain sous-ensemble de colonnes en indiquant leur numéro ou leur nom, ou je pourrais sélectionner un certain nombre de colonnes seulement en mettant virgule, rien, virgule, des noms de colonnes. Ça va être tous les rangs pour ces colonnes-là. D'accord? Mais donc, ça, c'est la façon la plus classique. Elle marche la plupart du temps. Vous pouvez aussi faire la même requête en SQL. Donc une requête SQL, ça ressemble à quelque chose comme ça. Select étoile, donc ça veut dire tout. Donc ça va faire toutes les colonnes, toutes les informations de SARS ici, ou le pays, c'est ce pays que j'ai mis. Quand je fais tourner ça, je vais récupérer le même résultat que j'ai là. Ou bien, je peux utiliser cette méthode déployeur en utilisant, donc, comme je disais, la pipe. Donc la pipe, là, ce que ça fait, c'est que je dis, ben, imprime, imprime virtuellement, d'accord? Imprime la donnée, la table SARS, et là-dessus, fais passer le résultat de cette table dans le filtre qui dit que le pays, donc la colonne pays, doit être, oups, colonne pays doit être pays, d'accord? Donc, dans les trois cas, j'ai le même résultat. J'ai une table dans laquelle j'ai les données pour le Canada. Je vais, alors c'est intéressant, la librairie que j'utilise pour faire le plot que vous verrez le transparent suivant, elle demande à ce qu'on ait le nombre de nouveaux cas. Donc, je suis obligé de créer une incidence. Donc, pour créer l'incidence ici, ce que je fais, c'est que je compare, parce que les données que j'ai, c'est les données cumulatives. Pour passer des données cumulatives aux données en nombre de nouveaux cas, eh bien, je fais la différence entre les sommes cumulées un jour et le jour précédent. D'accord? Donc, cette fonction diff, là, c'est ce qu'elle fait. Elle regarde le nombre total de cas et elle regarde d'une valeur, d'un rang à l'autre, comment ça change. D'accord? Et tout ce que je fais, c'est que, ben parce que dans la base de données, il y a tous les pays. Et il va avoir, par exemple, 2 jours de suite où le Canada a le même nombre de cas, parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas. Et donc, ce que je veux faire, c'est garder seulement les jours dans lesquels il y a des nouveaux cas. Donc, ce que je fais, c'est que je filtre de nouveau euh, ceux dont l'incidence est supérieure à 0. Okay, j'ai créé l'incidence en faisant ça. Et maintenant, je filtre sur ces incidences positives. Et j'utilise la librairie ici, Epicurve. Et ce que ça va faire, c'est que ça va me donner, alors évidemment, je n'ai pas la bonne figure, mais vous voyez l'idée, ça me donne un diagramme en bâton du nombre de nouveaux cas, donc l'incidence de SARS-CoV-1 au Canada en fonction du temps. Ça, c'est en 2003, d'accord? C'est pas SARS-CoV-2, c'est SARS-CoV-1. Et donc, voilà ce que vous obtenez en faisant ça. Et voilà pour les données. Donc, comme je disais, sur le dépôt GitHub, vous avez quelques exemples. Tout le code qui est ici est disponible. Je vous recommande de jouer un petit peu avec. Vous verrez, il y a des choses intéressantes à faire là-dedans.